Alors, bonjour à toutes et tous. On est très heureuse de vous accueillir virtuellement avec Léa aujourd'hui pour vous parler des projets du CRIP sur les papillomavirus. Du coup, je le redis, les micros sont tous désactivés volontairement. À la fin de la présentation, vous pourrez prendre la parole, mais surtout pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il est ouvert à tout le monde et on recueillera toutes vos interrogations pour y répondre en fin de présentation. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les projets du CRIP sur les papillomavirus. Dans un premier temps, on va vous présenter notre association, le CRIPS, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais laisser la parole à Léa. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, on est du CRIPS Île-de-France. Donc, on est une association loi 1901 et on intervient sur la promotion et la prévention. Donc, promotion de la santé plutôt en direction des jeunes et donc 12-25 ans et des publics dits prioritaires ou dits vulnérables. Donc, c'est en particulier les personnes en situation de handicap, les personnes issues de l'immigration ou les jeunes de la PJJ et de l'ASE. Donc, on intervient directement auprès de ces publics-là via des stands, des animations qu'on fait directement dans les structures ou également lors d'événements particuliers type forum santé, festival. Mais on intervient également auprès des professionnels qui accompagnent ces jeunes. Donc, ça peut être des éducateurs, éducatrices, des professeurs, des psychologues, des infirmiers, infirmières, des professionnels de santé de manière générale, du social et de la jeunesse. Donc, on intervient avec eux, on les forme et on les accompagne à mener des projets de prévention et de promotion de la santé. Donc moi, en particulier, je travaille donc au pôle accompagnement des professionnels depuis quelques temps maintenant, et donc on a développé plusieurs projets à destination des professionnels sur la thématique des HPV, dont on va vous parler d'ici quelques minutes. Merci Léa. Et moi, je suis donc Fanny Forestier, chargée de projet en promotion de la santé, thématique HPV et lutte anti-cancer. Donc du coup, le sommaire pour notre matinée. Premier point sur les HPV, définition, vaccination et dépistage. Deuxième point sur tous les projets du CRIPS qu'on va vous présenter, donc Léa et moi, ce qu'on a développé ces dernières années au sein de notre association. Et le troisième point, notre campagne Les papillomas, je n'en veux pas, qu'on a développée l'année dernière et qui est en place aujourd'hui dans les établissements scolaires. Voilà. Et quatrième point, on recueillera toutes vos questions et on y répondra à la fin de la présentation. N'hésitez pas, encore une fois, je le redis, à poser toutes vos questions via le chat. Alors du coup, pour ce premier point, on voulait faire une petite mise à jour un peu de ce qu'étaient les papillomavirus. Donc les papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible qui s'attrape à l'adolescence en général lors des premiers rapports sexuels. Il y a 200 types de papillomavirus qui vont des verrues plantaires au cancer du col de l'utérus. C'est un virus en fait qui donc 80% de la population active sexuellement est traversée par un papillomavirus. Mais ce qu'il faut retenir au-delà de ça, c'est que 90% des personnes qui sont touchées évacueront le virus naturellement par le système immunitaire. Mais vous l'avez compris, pour les 10% restants, ça reste donc un virus persistant et problématique qui peut engendrer des problèmes assez graves et des maladies graves. Et c'est de ça dont on va parler. En tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est une infection qui s'attrape à l'adolescence en général. Le pic de l'infection est à 25 ans, donc c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on y reviendra sur les dépistages frottis et tests HPV, on ne les fait pas avant 25 ans, puisque avant cet âge-là, il y a de fortes chances qu'on soit positif au HPV. Et à partir de là, effectivement, le corps évacue naturellement le virus. Donc, le plus problématique, en tout cas, pour tout ce qui est des papillomas persistants, donc pour les 10% restants, donc des personnes qui sont touchées par les papillomavirus, c'est les cancers HPV induits et les condylomes. Donc, 6400 cancers HPV induits sont diagnostiqués tous les ans en France. Ça représente à peu près 5% des cancers au niveau international, donc c'est quand même beaucoup. Le plus connu, effectivement, c'est le cancer du col de l'utérus. Il y a 3000 cas par an. Il y a encore aujourd'hui un tiers des personnes touchées par le cancer du col qui n'y survivent pas. Donc 1000 personnes qui en décèdent. Et après, ça peut être aussi des cancers donc des parties intimes, cancer de la vulve, du pénis, de l'anus, et aussi des cancers des voies aérodigestives supérieures. C'est-à-dire qu'il y a un quart des cancers de la gorge et de la bouche qui ne sont pas liés au tabac, par exemple, mais au HPV. C'est aussi 100 000 condylomes qui sont diagnostiqués par an. Donc, les condylomes, c'est
plus familièrement les verrues génitales. C'est un sujet qui est assez tabou. Ça a un impact assez important sur la santé mentale et sexuelle. Et donc, voilà, c'est important d'en parler, mais surtout de les traiter ou en tout cas de prendre le problème à la genèse, j'ai envie de dire, notamment avec une prévention primaire, la vaccination dont on va parler, tout de suite, il me semble. Donc, la vaccination HPV, aujourd'hui, en France, elle est recommandée à partir de 11 ans. Depuis le 1er janvier 2021, c'est une vaccination qui est recommandée pour les garçons aussi. Jusque-là, on n'avait pas forcément identifié les cancers masculins qui étaient liés au papillomavirus. En tout cas, aujourd'hui, elle est recommandée pour les garçons et les filles de 11 à 19 ans. Donc, le schéma vaccinal est le suivant. De 11 à 14 ans, on propose 2 injections, c'est-à-dire un vaccin et un rappel. Et de 15 à 19 ans, c'est 3 injections, donc un vaccin et 2 rappels. Voilà, c'est histoire de stimuler la mémoire immunitaire et que voilà, les anticorps soient prêts à être activés si jamais la personne est touchée par un papillomavirus. Il y a un rattrapage vaccinal pour les HSH, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu'à 26 ans. Donc ça, c'est les recommandations vaccinales telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est une vaccination qui n'est pas obligatoire, contrairement à d'autres pays où, en effet, la vaccination HPV est obligatoire depuis à peu près la fin des années 2000. Et donc, on s'est rendu compte que sur les populations de jeunes vaccinés aujourd'hui, donc fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui ou il y a quelques années, il n'y avait plus de tests HPV ou de frottis positifs. Donc, ça veut dire que cette vaccination, elle est efficace et sûre. Elle a très peu d'effets secondaires, c'est ce qu'on sait aujourd'hui suite aux nombreuses études qui ont été menées sur les personnes vaccinées. Donc voilà, la recommandation aujourd'hui, c'est le Gardasil 9, donc qui protège contre 9 souches de papillomavirus, les 9 souches les plus problématiques, j'ai envie de dire, sachant qu'il y en a 200, mais pour la plupart, elles sont, disons, sans conséquence. En tout cas, ce vaccin-là aujourd'hui est efficace et c'est celui qui est recommandé par la santé. Est-ce que tu as des choses peut-être à ajouter sur la vaccination ou... Non. Très bien. Donc, en complément de la vaccination, et ça, on en parle beaucoup, nous, en animation, même aux jeunes, et quand on fait des interventions aussi auprès des parents ou certains pros de l'éducation, c'est les dépistages. Donc, comme je vous l'ai dit, le pic de l'infection HPV, c'est 25 ans. Donc, avant 25 ans, on ne fait pas de dépistage. À partir de 25 ans, on propose, la recommandation en tout cas, c'est un frottis tous les 3 ans, qui permet de voir si on est positif au HPV. Si on est négatif il me semble que c'est 3 ans, donc 25, 26, 29, c'est ça en fait, sur les âges. Et quand on est négatif, à partir de 30 ans, on passe à un test HPV, qui est un test, alors ça ressemble concrètement à un frottis, c'est-à-dire que c'est un prélèvement local au niveau du col de l'utérus, mais c'est différent parce que c'est un test ADN. Pas beaucoup, en fait, c'est ça le truc, c'est bien. Ça Test marche pas. ADN qui permet de... Excusez-moi. Un test ADN qui permet de voir si on a des HPV dans le sang. Donc voilà, donc ça c'est pour les personnes concernées en tout cas qui ont un col de l'utérus, c'est la recommandation. Malheureusement pour les autres cancers, à ce jour il n'y a pas de recommandation de dépistage, même si il peut y avoir des examens en tout cas uro. Voilà, il n'y a pas de campagne comme il y a des campagnes de dépistage pour le cancer du col de l'utérus où les personnes reçoivent un courrier, sont incitées et le dépistage est remboursé. Il n'y a pas de campagne pour les autres dépistages, mais en effet, si une personne a dans son entourage ça ou son partenaire qui a eu un HPV, potentiellement, il peut se rendre chez un neurologue ou aller en parler en Cégide et peut-être qu'à ce moment-là, si on estime qu'il y a un risque potentiel, un dépistage pourrait être réalisé dans la gorge ou par exemple l'anus ou un prélèvement ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des tests qui sont pas, c'est pas une campagne, donc il n'y a pas de remboursement spécifique comme pour le cancer du col de l'utérus. Oui, puis il y a des tests qui sont faits, je sais que notamment le test HPV, donc qui est un test ADN cytologique qui peut se faire dans la gorge et au niveau de l'anus aussi. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir au sujet des dépistages, c'est que même si on est vacciné, on se fait dépister, c'est complémentaire en fait de la vaccination. Du coup, c'est un peu le cœur de notre sujet ce matin, c'est la couverture vaccinale HPV telle qu'elle est en France aujourd'hui et les manques un peu au niveau de la santé publique nationale et en comparaison avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, en France, la couverture vaccinale HPV reste encore trop faible.
notamment comparé à des pays où effectivement la vaccination est obligatoire. Alors ça, c'est un sujet qui pourrait qui fait débat en tout cas. Aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire en France. Du coup, en Australie, par exemple, au Portugal, au Royaume-Uni, le taux de couverture vaccinale avoisine les 80%, donc c'est très important. En France, on est en dessous de 50% pour les filles et les femmes, et à 6% pour les garçons, ce qui est très faible. Donc, il y a un vrai enjeu de santé publique nationale. Nous aussi au CRIPS, on est une association de la région Île-de-France. On a spécialement travaillé sur 2 départements ces dernières années, le 93 et le 95, qui présentent des couvertures vaccinales HPV vraiment plus faibles que la moyenne nationale, notamment dans le 93, qui est le 2e département après Mayotte, avec le taux de couverture vaccinale HPV le plus faible de France. Et en général, d'ailleurs, c'est en lien avec le taux d'adhésion au frottis et au test HPV. En général, ça fait un peu le lien. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, à travailler, peut-être faire évoluer les mentalités, puisque, encore une fois, c'est une vaccination qui est non obligatoire. Voilà, il faut faire de la prévention, en parler aux gens, et c'est pour ça que nous, on est là. Je t'en prie. Je rajouterais que si on peut voir un intérêt à être un petit peu en retard sur les autres pays, c'est qu'on peut voir que chez les autres pays, notamment la Suède ou l'Australie, en fait, ça fonctionne. Il y a des études qui ont montré, par exemple, en Suède, il y a une diminution de 75% des personnes qui développent des lésions précancéreuses. Donc 75%, c'est assez énorme. Et voilà, si on devait tirer au moins un aspect positif à être très en retard sur les autres pays, c'est qu'au moins on peut ajouter comme argument à la vaccination, c'est que ça fonctionne. Et les autres pays qui ont une grande couverture vaccinale sont vraiment très confiants. Il me semble que l'Australie estime d'ici une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, pouvoir éradiquer, entre guillemets, le cancer du col de l'utérus. Donc c'est assez intéressant de pouvoir se positionner aussi en se disant, mais on est en retard, mais visiblement, si on augmente la couverture vaccinale, on aura vraiment à y gagner. Ouais, et en effet, c'est un argument qui rassure beaucoup les gens et les parents notamment. Ce qui s'est passé cette année en février donc 2023, le gouvernement Macron avec les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale ont annoncé une grande campagne de vaccination HPV dans les collèges qui a débuté en cette rentrée scolaire, le 6 octobre précisément, et qui donc a pour objectif d'augmenter la couverture vaccinale nationale. Donc le projet, c'est de proposer une vaccination toujours non obligatoire à toutes les classes de 5e, et pendant plusieurs années, en tout cas. Enfin, il n'y a pas de deadline, j'ai envie de dire. L'objectif sur cette première année est de 30%. Et l'idée, c'est que tous les collèges de France, tous les collèges publics en tout cas, vont accueillir ces prochaines années un dispositif de vaccination HPV dans leurs établissements. Donc, il y aura 2 moments de vaccination. Le premier, non, c'est pas le premier trimestre, mais en tout cas, de la rentrée, oui, si c'est ça, oui, de l'année accueille une première vaccination, et après on fait le rappel 6 mois plus tard, donc en avril, mai, juin. Voilà. Donc c'est un dispositif qui a été quand même inspiré de d'autres pays, notamment anglo-saxons, où la vaccination HPV a pris place dans les établissements, mais aussi dans certaines régions en France, notamment Grand Est, qui a fait des tests ces dernières années avec une vaccination au collège proposée aux élèves. Alors, avec tout un travail de prévention qui a été fait auprès des jeunes, auprès de leurs parents, évidemment avec une autorisation parentale assignée. Ça, c'est aussi un enjeu un peu crucial dans cette campagne, puisque là, à la rentrée scolaire, les parents ont reçu, donc tous les parents d'élèves de 5e ont reçu une campagne qui a été proposée par l'Institut national du cancer en collaboration avec l'Éducation nationale, et une autorisation parentale assignée et à remettre à l'infirmière scolaire ou à l'établissement, qui, eux, vont remettre cette autorisation parentale, en général aux conseils départementaux qui s'organisent en fait après sur les territoires. Ce qui est intéressant aussi avec cette vaccination, c'est que le vaccin, pour le coup, est 100% remboursé. Il est complètement gratuit pour les personnes qui sont vaccinées. Parce qu'on n'en a pas parlé avant, mais aujourd'hui, c'est un vaccin qui est remboursé à 65% par l'assurance maladie. Et le reste, c'est à charge, donc pris par une mutuelle si on a une mutuelle, ou malheureusement à charge de la personne s'il n'y a pas de mutuelle. Donc l'intérêt aussi qu'il faut mettre de l'avant, parce que ça peut aussi être un frein, c'est que ce dispositif-là permet une vaccination 100% gratuite pour les jeunes de 5 ans. Tout à fait.
Donc, du coup, on va passer au deuxième point. On va vous présenter les projets du CRIPS. Donc là, Léa va reprendre la main pour vous présenter son projet. Je te laisse. Merci. Ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, on avait constaté qu'il y avait un gros écart de couverture vaccinale un petit peu partout. Et on s'est demandé comment nous, on pouvait agir là-dessus. Donc, on a ciblé le territoire de Pantin, puisqu'il y a quelques mois encore, nous, on était basé à Pantin. Donc, on s'est un petit peu concentré là-dessus. Et la question, c'était comment, sur un territoire donné, on peut essayer d'améliorer la couverture vaccinale sur les HPV. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu ça, on a réalisé d'abord un grand état des lieux sur le territoire. Donc, c'est un état des lieux qui ciblait les jeunes de 15 à 19 ans, les parents d'enfants et d'adolescents, tous les professionnels du social qui, du coup, interagissent avec les jeunes au quotidien, donc dans les missions locales, les antennes jeunesse, les écoles, les lycées, les collèges, et également les professionnels de santé, donc médecins, pharmaciens, pharmaciennes, tous les professionnels de santé de proximité. Donc, cet état des lieux portait sur comprendre un petit peu les dynamiques qui se posent sur la vaccination HPV, qu'est-ce qui freine les gens, qu'est-ce qui au contraire les incite à faire vacciner leurs enfants, et qu'est-ce qu'ils savent en fait sur les HPV et sur tout le dispositif qui existe, sur où aller pour être vacciné. C'était un questionnaire qui a été diffusé en ligne, donc aux 4 publics qui sont inscrits là. On a eu 206 personnes qui ont répondu et on a recueilli aussi des témoignages un petit peu plus poussés de professionnels. Donc, ce qui est ressorti de cet état des lieux, de manière générale, c'est un manque d'information de tous les publics. On avait plus de la moitié des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler des HPV. Et parmi la moitié de tous ces jeunes-là, il y avait encore une autre moitié qui ne savait pas qu'il existait une vaccination HPV. Donc, on avait vraiment un manque d'information. Chez les parents également, donc on avait 93% des parents interrogés qui avaient déjà entendu parler de la vaccination HPV. Il y a un léger biais puisque le questionnaire a été largement diffusé via les associations de parents d'élèves et une partie en centre de santé municipaux. On sait que les parents qui sont souvent adhérents à une association de parents d'élèves sont quand même un petit peu plus impliqués sur la scolarité et la santé plutôt que des parents qui sont éloignés du système scolaire par précarité parfois, barrière de la langue également. Donc, le 93% est un petit peu biaisé. En revanche, là où on peut revenir dessus, c'est quand même plus de la moitié des parents, quand bien même ils ont répondu avoir déjà entendu parler de la vaccination HPV, plus de la moitié considèrent qu'ils n'avaient pas assez d'informations. La question qui était posée en suivant, c'était si les jeunes étaient vaccinés ou non, qu'est-ce qui avait motivé le choix ou au contraire freiné la vaccination. Ce qu'on retire, c'est que dans tous les cas, ce qui permet de passer, entre guillemets, à la vaccination, c'est le fait que ça protège contre certains cancers. Voilà, ça améliore la prévention de certains cancers. C'est le levier principal à la vaccination. Et au contraire, le frein principal, c'est le fait de ne pas être assez informé, le fait de penser que son enfant n'est pas concerné et la peur des effets secondaires. Donc, on se rend compte que si on mettait une bonne information à disposition des publics, finalement, ça pourrait lever tous les freins qui sont cités par les publics. On a également interrogé les professionnels. Donc, sur les professionnels de santé, il y en a quand même 59% qui abordent peu ou jamais les HPV. Quand on leur pose la question de pourquoi, en général, c'est quand même en majorité le fait qu'il y a un manque d'informations sur les HPV. On le voit dernièrement, il y a eu quand même des recommandations qui ont bougé, notamment pour la vaccination garçon. Et certains ont répondu, en fait, ils se sont pas tenus à jour, n'ont pas suivi toutes les informations, sont un petit peu mélangés selon les générations. On en parle aussi un petit peu moins durant le cursus universitaire. Et donc, certains, par manque d'informations et par peur de dire des choses fausses, préfèrent ne pas en parler. Et après, il y a la réalité aussi du manque de temps ou alors de ne pas y penser parce que c'est pas encore devenu un automatisme. Chez les professionnels du social et de la jeunesse, c'est à peu près la même chose. On a quand même 74% de ces professionnels-là qui abordent la santé et la santé sexuelle par exemple des entretiens, des ateliers, des séances de prévention. Et pourtant, il y en a quand même là également plus de la moitié qui, quand ils font des interventions ou des entretiens sur la santé, n'abordent jamais les HPV. Et là, ce qui ressort, c'est exactement la même chose que pour les autres publics, c'est qu'ils n'ont pas d'informations suffisantes
pour en parler. Donc, ce qui ressort de cet état des lieux et sur lesquels nous, on a décidé d'agir en suivant, c'est que principalement, il faut renforcer l'information des publics. Donc, informer pour informer, il faut quand même, on a quand même pu identifier grâce à l'état des lieux des informations à mettre de l'avant, c'est-à-dire informer de la fréquence de l'infection, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. Il y a parfois des a priori un petit peu de, ben moi, ma sexualité, elle est pas déviante, elle est pas problématique. Moi, j'ai pas ce problème-là, alors qu'en réalité, en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. 80% de la population, Fanny l'a dit tout à l'heure, est traversée par un HPV au cours de sa vie. Donc, ça concerne vraiment tout le monde, filles et garçons. On peut mettre aussi l'accent sur la prévention des cancers, avec les chiffres, les résultats qui sont plutôt avantageux sur cette vaccination, et rassurer sur l'efficacité et la sécurité du vaccin. Aujourd'hui, HPV, c'est 300 millions de doses qui ont été administrées dans le monde. Donc, quand on dit qu'on a du recul sur ce vaccin-là, c'est réel. Comme l'a dit Fanny, il y a très peu d'effets secondaires graves. Ça va être des maux de tête, des douleurs sur le lieu de vaccination, enfin sur le lieu de la vaccination, sur l'épaule par exemple. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre de l'avant pour rassurer les parents et les jeunes sur cette vaccination-là. Et un chiffre qui était assez important qu'on a pu récupérer grâce à l'état des lieux, c'est que 100% des parents qui ont répondu se sentir informés sur les HPV sont des personnes qui ont répondu avoir fait vacciner leur enfant. Donc, on voit que dès lors que les parents sont assez informés avec les bonnes informations sur la vaccination et les HPV, il y a un passage à la vaccination. L'autre point qu'il y a comme levier d'action, c'est de sensibiliser, d'informer les professionnels qui peuvent agir comme ça de proximité, faire un maillage territorial d'information et de prévention sur les HPV. Et c'était donc de les sensibiliser et de les outiller. Donc depuis quelques semaines, Fanny et moi, on est intervenus auprès de certains professionnels pour organiser un petit peu des temps d'échange sur les HPV, leur permettre d'avoir accès aux informations, celles qu'on vous a données, que tout le monde ait les mêmes bases d'informations. Et on a également travaillé à les outiller et à leur proposer différentes ressources sur les HPV pour leur servir d'appui. Mais ça, c'est ce dont on va vous parler juste après. Merci. Alors du coup, grâce à l'étude de Léa et tout le travail qu'elle a mené sur la ville de Pantin dans le 93, moi, j'ai coordonné une expérimentation l'année dernière scolaire, donc 2022-2023, Vaccine Equity à Pantin et à Cergy dans le 95. Donc l'idée, c'était d'être sur 2 territoires sur lesquels la couverture vaccinale HPV est assez faible et l'accès vraiment aux soins et aux médecins est parfois un peu compliqué pour différentes raisons. La barrière de la langue, les déserts médicaux, c'est une réalité aussi en Île-de-France. Du coup, voilà, et de travailler avec les différents publics concernés sur le sujet des HPV. Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est que on a sélectionné des établissements partenaires, 2 dans chaque ville. On a proposé un moment de formation avec la médecine scolaire, les responsables pédagogiques et les enseignants volontaires sur les HPV. Donc, vraiment mise à jour tout ce qu'on s'est dit en début de présentation sur le virus, les modes de transmission, comment s'en protéger, vaccination, dépistage, et aussi sur les outils et la campagne que je vous présenterai juste ensuite, qu'on proposait pour accompagner en fait toutes ces actions. En deuxième moment, on a sensibilisé donc près de 800 élèves sur le sujet. Donc, on a créé un module d'animation vraiment sur le modèle d'animation débat du CRIPS, donc en impliquant les élèves avec des jeux pour développer leur esprit critique, déconstruire un peu toutes les fausses idées, les fake news autour de la vaccination, par exemple, en leur donnant de l'information, bien sûr, sur les HPV, parce que, comme l'a très bien dit Léa, c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, ne connaissent pas les enjeux autour des HPV. Donc, il y a un vrai enjeu d'information, d'informer les gens. Donc ça a été le deuxième moment. On a proposé une co-animation avec les profs de SVT aux classes de 3e. Donc ça, c'était avant, évidemment, l'annonce du gouvernement. En fait, l'annonce du gouvernement est tombée en plein début de notre expérimentation dans l'établissement. Donc nous, on était déjà sur le terrain avec ce sujet-là. Donc, on a décidé de sensibiliser les classes de 3e l'année dernière parce qu'on avait à cœur de faire de la co-animation avec les profs de SVT et donc de s'insérer vraiment dans le programme, puisque en classe de 3e en biologie, il y a l'immunothérapie et la vaccination notamment. Donc, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que les jeunes, la vaccination, ils connaissent depuis le Covid. Et finalement, ce qu'on pensait être un frein, ou en tout cas peut-être des réactions
de réticence à la vaccination, même carrément anti-vax, ça n'a pas existé en tout cas sur notre terrain d'expérimentation. Donc voilà pour les animations en classe. Et puis pour le reste, en fait, on a fait des actions sur les territoires. On a travaillé avec les professionnels de santé, on a travaillé avec les contrats locaux de santé, donc les personnes ressources dans les mairies qui discutent des sujets de santé pour participer à des événements sportifs dans la ville, pour participer à des villages santé. On a travaillé avec des associations de quartier aussi pour faire des cafés des parents. Donc on a vraiment essayé d'être un peu avec tous les publics, en fait, les parents, les jeunes, les enseignants et les professionnels de santé. Donc, voilà, donc ça nous a permis déjà de créer un réseau très fort et une dynamique sur les territoires qui était très importante et qui perdure là maintenant dans le temps, parce qu'on continue d'avoir des projets avec les villes de Pantin et de Cergy, et surtout à plus grande échelle au niveau des départements, en fait. Donc ça, c'est l'expérimentation de l'année dernière, ce qui a mené aujourd'hui à un projet qu'on mène avec l'ARS. Donc, c'est-à-dire qu'on propose, suite à en fait, comment dire, à cette expérimentation, mais surtout à notre expérience de terrain, donc entre le travail de Léa et le mien, finalement, avec ce qu'on a fait avec les établissements. Et donc, on a ce projet avec l'ARS, donc en Île-de-France, de proposer des animations dans les classes, donc cette fois-ci aux classes de 5e. Donc, on a adapté le module d'animation aux classes de 5e en adaptant le jeu, mais aussi le verbatim, par exemple, parce qu'en effet, on ne s'adresse pas exactement de la même façon aux classes de 5e qu'aux classes de 3e. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ils n'en sont pas au même moment dans leur vie. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu différent. On a adapté tout ça. Un focus, évidemment, sur la prévention des cancers HPV induits, la promotion de la vaccination, et puis, voilà, toutes les questions qui se posent, puisqu'en fait, ils savent, enfin, ils et elles savent qu'ils vont accueillir en tout cas un moment de vaccination, qu'ils ont reçu des autorisations parentales. Donc, nous, on vient en amont des actions de vaccination pour discuter de tout ça avec les jeunes. La deuxième chose qu'on propose aux établissements aujourd'hui, c'est des moments de sensibilisation avec les parents. Donc, ça peut être soit des réunions parents-profs, au moment de la remise des bulletins, des moments dédiés, des réunions dédiées, des moments avec les associations de quartier qui font le lien parfois avec les parents des établissements. On propose des moments de sensibilisation, on monte un stand, on a nos brochures, on vient discuter avec les parents. Et là, c'est vraiment des moments qui sont finalement assez précieux aussi parce que c'est des moments qui sont un petit peu plus intimes, en tout cas qu'avec une classe de jeunes où il y a toujours beaucoup de questions, etc. Et voilà, on sait aussi que les décisionnaires finaux pour la vaccination HPV, en tout cas, c'est les parents, puisque c'est eux qui signent l'autorisation parentale. En tout cas, voilà notre proposition en collaboration avec l'ARS pour les établissements. Et il y a autre chose qu'on propose qui pourrait aussi peut-être vous intéresser. Donc ça, pour les établissements, il y a peut-être des responsables, enfin des chefs d'établissement parmi les participants et participantes, mais aussi des professionnels de santé ou de l'éducation. Alors, j'y reviendrai après, mais en tout cas, pour ces moments de sensibilisation, je vais vous montrer tout de suite le jeu qu'on a créé pour ça. Du coup, il y a une première partie en fait dans ces séances qui est dédiée vraiment à l'information. Donc là, on leur donne vraiment, c'est un moment de prévention un peu particulier. Ils se posent plein de questions. On commence par les interroger sur leur santé, qu'est-ce que c'est être en bonne santé, etc. Sur la vaccination. Donc, comme je vous ai dit, en général, ils ont génération Covid, ils connaissent la vaccination. Et après, dans un deuxième temps, on propose donc ce jeu qui est un puberté HPV qu'on a créé, qui a été testé, qui est super pour les jeunes, qui a 3 catégories. Un vrai faux, cite un max 2 et dessiner c'est gagné. Donc là, l'idée, c'est que les jeunes, ils se déplacent dans la classe, ils viennent au tableau, etc. On crée des groupes, etc. Donc c'est très dynamique en fait. Et ça permet qu'ils intègrent vraiment les informations et qu'ils se sentent concernés en fait par les papillomavirus. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder avec les jeunes. On parle de cancer, c'est un sujet qui est assez lourd, mais en tout cas, grâce à ce jeu, grâce à cet outil pédagogique, on arrive vraiment à les sensibiliser et à les mobiliser en fait autour du sujet. Voilà, et donc toujours en collaboration avec l'ARS, ce qu'on propose, c'est un module de formation pour les professionnels de santé, les professionnels de l'éducation nationale, et en fait, alors c'est une journée ou une demi-journée en fonction des disponibilités des structures, mais l'idée, c'est grâce notamment au travail de Léa, identifier les freins et les leviers à la vaccination, mais aussi de présenter tous les moyens de communication qui existent sur le sujet. Donc là, il y a la campagne de l'Institut national du cancer que vous avez peut-être croisée, soit dans vos structures, soit vous avez entendu les appels à la radio, il y en a eu, soit sur Internet, ou voilà.
nos outils à nous, le petit jeu que je vous ai présenté avec les 3 catégories pour les jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de voilà, créer un argumentaire ensemble sur la motivation à la vaccination HPV, en fait. Donc, en fonction des publics que vous avez, que ce soit les parents, les jeunes, je sais pas, des acteurs, des actrices du social, par exemple, qui sont en lien avec des jeunes, des parents dans les quartiers. C'est voilà, pouvoir, sur des sujets de santé, aussi penser à la prévention HPV et les accompagner là-dessus. Parce que, encore une fois, il y a cette opportunité avec le dispositif de vaccination en collège pour les classes de 5e, mais l'objectif général, finalement, c'est que la couverture vaccinale HPV, elle augmente en France. Et là, il y a tous les autres, en fait. Il n'y a pas que les 5e, il y a les jeunes jusqu'à 19 ans, les rattrapages pour les personnes concernées jusqu'à 26, penser au dépistage. Donc voilà, il y a un vrai travail de fond qui s'opère. Et l'idée, c'est de créer des dynamiques entre tous les acteurs et actrices de la santé, finalement. Donc voilà pour ce projet avec l'ARS dont vous pouvez par ailleurs bénéficier. N'hésitez pas, on va vous donner nos contacts évidemment en fin de présentation. Donc si vous avez des besoins en formation ou en animation pour vos établissements, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour toutes ces actions en fait qu'on mène, on a créé une campagne de communication, les papillomas, je n'en veux pas, qui est à destination du coup des jeunes et des parents. Donc, l'idée, c'était de travailler l'identité visuelle qui est fun, qui est ludique, qui est connectée, donc qui est axée vraiment autour des emojis pour concerner les jeunes, en fait, qui puissent s'identifier. C'est un mode de communication qui est, pour eux maintenant, est assez voilà, banal, j'ai envie de dire. Les jeunes, ils ont, voilà, au collège, maintenant, ils ont tous des téléphones, donc ils savent ce que c'est les emojis. Et d'orienter vraiment la communication sur la prévention cancer. Voilà. Donc, avec cette campagne, on a créé, en fait, elle se décline en plusieurs choses, en plusieurs outils. Donc, ça, c'est la campagne pour les jeunes. Donc, encore une fois, tous ces outils-là, ils sont aussi pour vous, bien sûr. Donc, vous pouvez les télécharger sur le site du CRIPS et vous pouvez aussi nous faire un petit mail pour recevoir des brochures. Donc, le kit à destination des jeunes, il y a le petit jeu que je vous ai présenté pour les classes. Donc, ça aussi, éventuellement, vous pouvez le télécharger sur le site du CRIPS. Et il y a donc cette campagne avec donc la version orange, j'ai un secret, qui est pour les jeunes, les 6e, 5e, et la jaune, c'est réel, qui est pour les plus grands. Parce qu'en effet, on ne s'adresse pas de la même façon aux 11-12 ans qu'aux 17-18 ans, par exemple. Donc, on n'utilise pas la même terminologie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a créé 2 brochures. Dans ces brochures, d'ailleurs, qu'on a ici, elles présentent chacune un petit jeu. Donc là, c'est un point à relever. Ça, c'est pour les petits. Avec, évidemment, ce qu'il faut savoir sur les papillomavirus. Et un petit poster qu'on peut glisser sur ces cahiers, dans ces... Comment ça s'appelle, les trucs en plastique, là? Les protège-cahiers. Et il y a un petit endroit qu'on peut découper pour donner aux parents. Voilà, et la brochure pour les plus grands, c'est à peu près le même principe. On a fait un petit mot fléché, un QR code qui renvoie vers le site du CRIPS, et puis le petit poster. Donc, il y a ces brochures avec les affiches intégrées. On a créé aussi toute une série de vidéos. Donc, il y a d'une part les réels qui sont sur le TikTok du CRIPS, qui sont super sympas, que je vous invite à aller voir, et qui vous seront aussi envoyés après la présentation, bien sûr, après notre réunion. Et des vidéos, un trio de vidéos qu'on a créé avec un jeune qui intervient, qui raconte en fait ce qu'il connaît des papillomavirus et pourquoi il voudrait se faire vacciner. Un papa qui explique que voilà, il a été sensibilisé par son médecin traitant, qui va faire vacciner ses 2 ados, et une personne de la prévention qui explique vraiment ce que sont les papillomavirus et les enjeux autour des cancers HPV induits. Donc, on va vous présenter un peu plus tard certaines vidéos. Mais en tout cas, voilà. Pour les jeunes, l'idée, c'est vraiment d'axer la communication sur la prévention cancer HPV induit. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu de communication qui a été évoqué notamment au niveau santé publique nationale. C'est alors, sans déposséder les jeunes de l'information véritable, c'est d'axer sur la prévention cancer HPV induit et désexualiser quelque part les campagnes, en tout cas pour éviter la prévention par la peur aussi, pour éviter peut-être la réticence de certains parents à faire vacciner leur enfant parce qu'ils se disent si je le fais vacciner, eh bien c'est peut-être l'encourager à avoir des relations intimes, sexuelles, alors qu'il ou elle n'est pas dans l'âge. Donc voilà, la communication a été un peu
Elle est axée comme ça. Et pour les jeunes, on parle aussi beaucoup de puberté, de bonne santé en général. Voilà. Donc ça, c'est tout ça ce qui nous sert en fait en animation et qui permet d'intéresser les jeunes. Donc ça, c'est les vidéos TikTok qui sont super sympas, qu'on vous invite à aller voir sur notre TikTok et qui sont aussi en ligne sur le site du CRIPS. Et puis, du coup, il y a le deuxième kit pour les parents. Donc là, ça, sur le même modèle, on a créé donc une brochure. Donc cette fois-ci, c'est vraiment une brochure reliée avec toutes les informations à l'intérieur. Et l'idée, donc on a gardé évidemment la même identité graphique avec les emojis. On parle aussi quand même pas mal de dépistage parce que c'était aussi un moyen de sensibiliser les parents et notamment les mamans sur les sujets santé gynécologique. Avec ça, il y a une affiche qui est aussi à destination des cabinets de santé. Donc l'idée, c'est que ces brochures-là, autant on peut les retrouver dans les établissements, mais celles-ci, par exemple, elles sont à destination des cabinets de santé, dans les salles d'attente. Les posters, pareil, ça permet d'habiller une salle d'attente ou les cabinets de santé directement. Et voilà, donc toujours la même idée d'axer la communication sur la prévention cancer HPV induit. En général, quand on parle de cancer du col de l'utérus, voilà, les gens ont déjà entendu parler de ça, ils ne savent pas forcément que c'est lié au papilloma, ils ne savent pas forcément qu'il y a une vaccination qui permet de protéger contre ça. Donc, voilà, ça permet de capter vraiment l'attention. On travaille aussi sur les fake news autour de la vaccination, l'efficacité de la vaccination et bien sûr le dépistage, comme je l'ai déjà dit. Voilà pour la communication avec les parents. Il y a aussi cette vidéo qui a été créée et qu'on va vous montrer tout de suite. Comme ça vous donnera un peu l'idée du tone of voice qu'on a donné à notre campagne. Du coup, je vais vous partager sur YouTube notre vidéo. Comment faire pour dire ça? Okay. Nos enfants, ils grandissent. Et les vacciner contre les papillomas, ça permet de les accompagner vers un avenir en bonne santé. Je m'appelle Rodolphe, je suis papa de 2 garçons. Je sais que c'est un virus qui peut être à l'origine de cancers, comme celui du col de l'utérus. Ça arrive aux hommes aussi, je crois. C'est notre médecin de famille qui m'a récemment sensibilisé sur le sujet. Un vaccin qui protège des cancers, je trouve ça super. J'en ai donc parlé à mes 2 fils qui sont d'accord pour se faire vacciner. Pour moi, c'est devenu une évidence quand j'ai compris que c'était une solution sûre pour se prémunir des cancers à l'âge adulte. Les savoir protéger, ça me rassure en tant que parent. En plus, c'est aussi une façon de protéger les autres. La vaccination contre les papillomas, pour moi, c'est un acte collectif. Je me dis que plus les jeunes seront vaccinés, plus vite le virus aura disparu. Il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de son médecin traitant, son ou sa gynéco ou à la pharmacie du coin. Les papillomas, j'en veux pas. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de ce qu'on propose. Donc ces vidéos, donc il y en a 2 autres, donc avec un jeune et une chargée de prévention, voilà, qui est représentée par moi, comme vous pouvez peut-être voir sur la présentation. En tout cas, ces vidéos, donc elles sont à destination des réseaux sociaux. Nos partenaires peuvent les utiliser évidemment. Vous toutes et tous, si vous avez, je sais pas, des actions, si vous voulez présenter ces vidéos, si ça peut être éventuellement une ressource pour accompagner vos actions. On peut aussi les trouver, je sais pas, si vous avez des écrans aussi, s'il y a des écrans en tout cas dans les cabinets de santé, si même pour les partenaires, les pharmacies par exemple. En tout cas, voilà, faut pas hésiter à s'en emparer. Elles sont sur le site du CRIPS. Et puis, si vous voulez un format particulier, vous nous écrivez et puis on pourra vous les envoyer. Hop. Voilà, mais écoutez, on a tout, on vous a tout dit quasiment. Peut-être que vous avez des choses à nous dire. Donc, on a recueilli des questions via le chat. Et si éventuellement, il y a des gens qui veulent prendre la parole, c'est possible aussi. Par contre, on commence par répondre à ces questions. Ok, super. Donc la première, vous avez sensibilisé 800 jeunes. Combien ont été vaccinés? Est-ce qu'on a un retour sur les chiffres et le suivi de cette action? Alors, cette expérimentation, elle a été menée en dehors de la campagne de vaccination en collège. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, à la sortie, entre guillemets, des animations, une proposition de vaccination. Donc, en fait, on a essayé de voir, ça a été très difficile de recueillir
juste après ça, s'il y avait eu des jeunes vaccinés. Le problème, entre guillemets aussi, c'était les limites de cette expérimentation, c'est qu'on a sensibilisé des troisièmes. Donc, du coup, ça a été difficile après pour la suite de pouvoir les consulter. Donc, malheureusement, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais en tout cas, on a fait passer des questionnaires auprès des jeunes avant et après l'animation. Et une des questions qui a été posée, c'était est-ce que vous seriez prêt à vous faire vacciner? Et la majorité a dit oui. Alors après, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à l'acte vaccinal? Ça, malheureusement, je ne peux pas vous le dire parce que ce serait des données trop précises à. Comme je vous ai dit, c'est 800 jeunes, ça paraît beaucoup, mais c'est 4 établissements sur des territoires sur lesquels c'est assez difficile d'avoir la couverture vaccinale précisément sur un quartier, par exemple, vous voyez. Donc, du coup, un peu compliqué, mais en tout cas, on sait que ça les a touchés, en tout cas, et qu'ils étaient prêts à se faire vacciner et à en parler aux parents. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, deuxième question, comment avez-vous mobilisé les parents pour les temps d'information? En région Hauts-de-France, nous avons le même type de projet avec intervention dans les classes de 5e et temps d'échange avec les parents dans le collège, mais sans succès pour mobiliser les parents. Alors, ouais, ce qu'on a fait, en fait, pour ça, c'est qu'on a travaillé avec les associations de quartier. C'est ce qui a été le plus efficace, même si, en fait, on a participé à des cafés des parents, par exemple, à Pantin avec l'association Nénuphar et à Cergy avec l'association Complicité. Et là, même s'il n'y avait pas des centaines de parents, eh ben, on en avait quelques-uns, en général des mamans, et c'était les personnes les plus impliquées sur ces sujets-là, mais aussi les plus motrices dans leur réseau, dans leur communauté, en fait, si je puis dire. Du coup, c'est comme ça qu'on a fonctionné. J'ai essayé de faire un temps avec des parents dans un établissement la semaine prochaine. C'est pas ce qui fonctionne le mieux, honnêtement. Il faut se rapprocher vraiment des associations de quartier. Il faut se rapprocher des villes, en fait, des CLS. Voilà, c'est le conseil que j'aurais à vous donner. Mais c'est vrai que dans les établissements, ou alors, comme je disais pendant la présentation, éventuellement trouver des moments au moment de la remise des diplômes. Voilà, mais même via les ENT, etc., c'est pas forcément. Sur le questionnaire qu'on avait diffusé, là où ça a le plus marché, c'est via des canaux d'associations qui existent déjà, en fait. Il faut aller, en effet, comme dit Fanny, les mobiliser là où ils sont déjà mobilisés et ça leur demande pas plus de temps que prévu. Ouais, il faut vraiment mobiliser le tissu associatif de vos villes parce que, en fait, les gens sont en demande de ce genre de moments aussi. Les sujets de santé, c'est hyper important et plusieurs fois dans l'année, moi, je vois avec les assos avec lesquels on a travaillé, il y a des moments sur le sujet de santé, notamment, par exemple, avec les coordinateurs ou coordinatrices des CPTS aussi, qui interviennent dans ces structures-là pour parler de santé, alors qu'ils ne sont pas forcément des médecins, mais qui, en tout cas, ont une posture un peu différente et vraiment plus de médiation et de prévention. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, les associations de quartier, c'est vraiment des super ressources pour parler de ces sujets-là. Mais c'est là aussi que le tissu professionnel d'un territoire est hyper important parce que si jamais sur la question de la vaccination, on n'arrive pas à utiliser ateliers de réunion, en fait, c'est là le rôle des professionnels de santé qui, en consultation, peuvent peut-être glisser. En fait, tous les professionnels qui sont amenés à voir dans leur métier les parents au quotidien peuvent disposer des brochures pour qu'en fait, quand même les parents ne se rendent pas à une réunion précise pour leur enfant dans le collège ou quoi, en fait, peu importe leur chemin de santé, ils soient accompagnés à un moment donné et qu'ils puissent voir une affiche, une brochure qui pourrait leur permettre de savoir que ce professionnel-là peut leur en toucher quelques mots. Ouais. Sur l'autorisation parentale de la vaccination. Alors, une question sur l'autorisation parentale en collège. A-t-on besoin de la signature des 2 parents pour la vaccination? Alors, c'était au début ce qui était recommandé, en tout cas par la santé, mais finalement, non, il suffit juste d'une signature. Donc, comment ça se passe dans les établissements? L'autorisation parentale a été distribuée en début d'année. Parfois, les infirmières scolaires, quand elles ont le temps, elles font des relances par téléphone. Elles organisent des temps avec les parents. Alors, les parents viennent ou pas, là, ça dépend de la mobilisation, enfin, comment les parents se mobilisent. Mais en tout cas, la signature d'un parent suffit. Et nous, ce qu'on fait maintenant au CRIP, c'est quand on fait des interventions, on redistribue l'autorisation parentale qui est recueillie jusqu'à 2 semaines avant les moments de vaccination. Et là, je vois Juliette Vialet qui lève la main, qui est coordinatrice vaccination HPV au Conseil départemental 93. Donc, Juliette, je vais te laisser la parole. On va t'ouvrir le micro.
et sûrement que tu as des choses à dire. Merci. Ouais, Fanny, je voulais juste revenir. On a besoin de l'autorisation des deux parents, hein. Ça n'a pas changé pour le coup. On a besoin de l'autorisation des deux parents. Il y a une option sur l'autorisation parentale qui peut dire je suis le seul responsable légal ou je certifie que le deuxième responsable légal n'est pas en capacité de signer mais est d'accord. Mais on a bien besoin de l'autorisation des deux parents. Et nous, au niveau du CD 93, on rappelle les parents quand on n'a pas les deux signatures, mais on ne peut vraiment pas vacciner sans les deux, hein. Voilà. Mais voilà, on peut avoir une seule signature, mais vraiment si ces cases sont cochées en bas de l'autorisation. Très bien, merci Juliette pour Il cette... n'y a pas de quoi. Je dis des bêtises parfois. Une question sur la vaccination, savoir si une femme peut être vaccinée n'ayant jamais eu de relation sexuelle après 19 ans, après 30 ans, si seulement active et si test HPV négatif ou aucun intérêt. Aujourd'hui, les recommandations vaccinales, elles permettent de cibler une population où on sait que le vaccin est le plus efficace, puisqu'on sait que, en effet, dès qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, c'est là que la vaccination va être la plus efficace. On a ciblé un chiffre précis. En réalité, c'est aussi des questions un petit peu économiques, puisque c'est un vaccin qui aujourd'hui coûte très cher. Donc, on cible une population là où on sait que c'est la plus efficace. Il y a certains pays qui vaccinent au-delà de ces âges-là. Encore plus s'il n'y a pas eu de relation sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne pourra être vaccinée. Il n'y a pas de contre-indication, au contraire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le vaccin ne sera pas remboursé. Et c'est là qu'il faut comprendre la différence entre vaccination et recommandation vaccinale. C'est que recommandation vaccinale permet d'entrer dans un processus de remboursement, donc à 65%, c'est ce qu'on disait. Mais elle peut tout à fait être vaccinée. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un vaccin qui coûte cher. Donc, la personne, après 19 ans, aura 3 injections et le vaccin par injection coûte environ 120 euros. Donc, ça, c'est un coût qui, on l'espère, un jour pourra être réévalué. Mais ça, c'est des questions qui nous dépassent complètement. Mais donc, non, c'est pas inutile. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut avertir le patient ou la patiente qu'au-delà de cet âge-là, il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale. Alors, une question sur les outils du CRIPS. En effet, il y a deux façons de faire. Tous les outils qu'on vous a présentés, ils sont en ligne sur le site du CRIPS. Vous avez une page, les papillomas, je n'en veux pas. Et là, vous pouvez télécharger nos brochures, télécharger nos affiches. Sur l'animathèque du CRIPS, vous trouverez le jeu HPV puberté que je vous ai présenté pour les classes avec les 3 catégories. Et il y a aussi l'autre, ne l'attrape pas si tu peux. Il y a les deux sur les. Oui, mais ça, on n'en a pas parlé. Et sinon, vous pouvez nous écrire aussi info.hpv@lecrips.net si vous souhaitez recevoir des brochures. Alors là, en fonction des financements, etc., de où vous êtes en France ou en Île-de-France, on verra comment on peut créer des synergies ou des partenariats. Mais en tout cas, oui, donc sur le site, tout est en ligne, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous avez besoin de brochures. Et de toute façon, après notre réunion, vous sera envoyé la présentation avec les ressources et les liens pour télécharger évidemment nos outils. Nos outils. Est-ce qu'en CSS, il y a besoin de la signature des deux parents aussi? Centre de santé sexuelle. Là, pour le coup, je ne saurais pas dire parce qu'il y a des enjeux dans le centre de santé sexuelle qui sont l'anonymat et la gratuité. Ouais. Je pense qu'il faudrait directement rentrer en contact avec un CSS qui pourrait faire la vaccination, mais il y a ces enjeux-là de gratuité et d'anonymat sur les questions de santé sexuelle. Après, la vaccination, c'est toujours un sujet à part. Par exemple, sur les parcours IVG, c'est garanti dans la loi qu'il y a de l'anonymat et la gratuité. Sur la vaccination, jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même besoin d'une autorisation vaccinale. Après, voilà, il faut, je pense, contacter directement les CSS de votre territoire pour voir comment eux procèdent. Ouais. En tout cas, je sais qu'en cabinet de santé, du moment qu'il y a un parent qui est là et qu'il n'y a pas besoin de signer d'une autorisation parentale, mais qui est là et qui verbalement donne son consentement pour son enfant, il n'y a aucun problème, pas besoin d'être deux ni de signer quoi que ce soit. Après, en CSS, effectivement, c'est un petit peu différent, mais il faudrait se renseigner. Il semble qu'une autre problématique pour la vaccination dans le collège est l'apport du carnet de santé le jour de la vaccination.
Alors, en effet, il faut apporter son carnet de santé le jour de la vaccination pour notifier, en fait, dans le carnet de santé que la personne a été vaccinée ce jour. Ça peut être un frein, en effet, dans certains établissements, pour certains jeunes, parce qu'on ne sait pas où il est, parce qu'on oublie de le prendre, etc. Mais c'est pour ça qu'en général, il y a une personne ressource dans l'établissement, en général l'infirmière scolaire, ou bien des profs volontaires qui, quand ils recueillent les autorisations parentales, rappellent, ou peut-être les conseils départementaux aussi, pour certains territoires qui organisent la vaccination dans les collèges, ou la CEPAM par exemple, qui passe un petit coup de fil avant de venir vacciner en disant pensez bien à ramener le carnet de santé. Voilà, en général, il y a des relances qui se font par téléphone quand c'est possible en tout cas. Mais en effet, ça peut être un frein pour certaines vaccinations. Une autre question, avez-vous prévu d'étendre vos interventions dans les établissements scolaires de d'autres départements? Alors, nous, on intervient en Île-de-France. On peut intervenir partout en Île-de-France. On a ce partenariat avec l'ARS. Donc, encore une fois, les établissements peuvent bénéficier de nos animations. En dehors de l'Île-de-France, c'est un peu autre chose. Ce qu'on propose, c'est des formations ou des moments de sensibilisation ou de formation à nos outils. Et là, on délègue vraiment la prévention aux établissements ou aux personnes identifiées ressources sur les sujets de prévention et de santé dans les établissements. Donc, toute l'Île-de-France, on intervient. Le reste, ce sera plutôt vous suite à une formation de notre part. Après, dans chaque région, certaines ARS se sont quand même beaucoup mobilisées sur le sujet. Il y a des ressources, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, où ils ont développé un site internet précis avec des ressources spécifiques à la région, donc qui peuvent aussi être mobilisées. Si jamais, en complément de ce que nous on propose, vous pouvez aussi vous tourner vers ces structures-là de votre territoire. Voilà, on a recueilli à peu près toutes les questions du chat. Peut-être qu'il y en a, certaines personnes veulent prendre la parole ou poser des questions ou ajouter quelque chose. N'hésitez pas à lever la main et puis on vous ouvrira le micro si jamais vous voulez partager quelque chose. Alors, je réponds en attendant, je réponds à une autre question. En Île-de-France, en général, oui, c'est les établissements qui nous contactent et qui nous demandent des animations, ou alors c'est nous, maintenant qu'on a ce projet avec l'ARS. En fait, on intervient sur les territoires où il y a le moins d'autorisations parentales qui sont revenues aux conseils départementaux. En fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a eu le premier moment de vaccination qui a commencé le 6 octobre dans les établissements, ce qui nous permet d'avoir déjà un petit recul de où ça pêche le plus. Voilà. Là où le taux d'adhésion est le plus faible, on se dit que, OK, pour la deuxième session de vaccination, on va intervenir en priorité sur ces établissements-là. Là, depuis le retour des vacances de la Toussaint jusqu'au 22 décembre, date des vacances d'hiver, enfin de Noël, on a prévu tout un tas d'animations dans le 93 et 95. Et là, c'est plutôt nous qui sommes allés vers les établissements parce qu'on sait qu'il y a assez peu d'autorisations parentales qui sont montées. Donc, on a appelé le chef d'établissement en leur disant, voilà, nous, on propose des animations pour les classes de 5e. On va redistribuer les autorisations parentales. Si vous voulez nous inviter à des moments avec les parents, on sera là aussi pour essayer de mobiliser un peu plus sur la vaccination HPV. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Soit les établissements nous contactent parce qu'ils connaissent le CRIPS, ils connaissent nos actions, soit c'est nous qui allons directement sur les territoires où il y a le plus besoin. Une personne a proposé une réflexion plus qu'une question, donc je cite: ce que je retiens le plus, c'est que vous avez dit avoir pas mal désaxé votre com vers les jeunes des aspects liés à la sexualité pour l'accentrer davantage sur les cancers HPV induits, alors qu'on pourrait se dire de prime abord que les cancers, c'est un risque qui peut sembler lointain aux jeunes, alors qu'au contraire, ce qui touche à la sexualité les intéresse davantage. Alors c'est vrai, c'est complètement vrai, ça peut paraître parfois très abstrait, les cancers, et très loin, et en plus on pourrait se dire que ça fait plus peur qu'autre chose et qu'on ne veut pas trop y regarder. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que sur l'état des lieux, finalement, ce qui a poussé les gens à être vaccinés, c'est bien la prévention contre les cancers. Je pense que pour un parent, c'est assez primordial de se dire qu'on donne toutes les chances à son enfant de se protéger et de prendre soin de sa santé. Donc, ça motive beaucoup les parents. Et je pense que pour les jeunes, certains très jeunes, à 13 ans, se posent vraiment pas la question de la sexualité et au contraire, du coup, vont se sentir encore moins concernés. Et surtout, il y a aussi un petit tabou, la vaccination HPV cumule un petit peu le tabou de vaccin. On sait qu'il y a vraiment des a priori sur la vaccination en France de manière générale et des tabous sur la sexualité.
Donc, l'idée d'en lever un et d'axer vraiment sur la prévention cancer, ça permet un petit peu de contourner certains tabous et qu'en plus, vu que c'est des vaccins qui interviennent assez tôt, à 11 ans, le premier réflexe des parents, c'est de dire mon enfant n'est pas concerné. Alors que si on leur expose que c'est une protection à l'avenir contre un cancer, et en général, ça peut quand même faire peur de se dire qu'on peut potentiellement avoir un cancer, ben, les parents prennent en général les mesures faites pour protéger leur enfant à long terme. Donc, c'est un petit peu pour ça. Après, tous les arguments sont... Il y a des personnes chez qui c'est plutôt le fait de mettre l'accent sur la sexualité et de dire que ça peut arriver, qu'il faut le faire avant la sexualité, qui va plutôt les encourager à vacciner. Mais ce qu'on voit sur l'état des lieux, c'est en tout cas sur un territoire à Pantin, et je pense que ça peut se vérifier partout, c'est que la prévention cancer, c'est le premier levier à la vaccination aujourd'hui. Et une personne en profite pour mentionner également l'existence dans le département de l'Isère, un site qui s'appelle stophpv.fr, si jamais il y a d'autres personnes de l'Isère. Voilà, mais écoutez, si vous n'avez pas de questions ou d'autres partages à nous faire, une adresse mail à retenir, info.hpv@lecrips.net. Pour toute demande de formation, d'outils, de brochures, de jeux, n'hésitez pas. Ou si vous avez tout simplement besoin d'un lien ou d'informations, vous nous écrivez à cette adresse-là et puis on vous répondra. Et voilà, pour l'organisation d'animation, de moments de sensibilisation, même avec les villes, voilà, cette adresse est à retenir. Voilà, si peut-être qu'on a terminé, peut-être que j'ai l'impression que personne n'a levé la main. J'ajouterais qu'on a beaucoup mis l'accent sur la formation et l'information des personnels de l'éducation nationale et des professionnels de santé. Mais si jamais vous êtes un professionnel d'un autre secteur, vous pouvez tout de même contacter le CRIPS. Bien sûr. On accompagne tous les secteurs, tous les professionnels qui travaillent avec les jeunes et qui pourraient être intéressés pour faire des animations, des ateliers de prévention, des stands sur les HPV. Donc, au-delà des professionnels de santé ou de l'éducation nationale, n'hésitez pas non plus. On pourra vous accompagner aussi. Alors, il y a une personne qui a levé la main. On va vous laisser la parole. Allez-y. Bonjour, moi c'est Mohamed de l'association Femmes Maïcha Mayotte. J'avais une question. Vu que vous avez dit comme quoi que vous pouvez intervenir à chaque territoire, nous souhaitait que si on a besoin qu'on nous forme, est-ce que c'est possible par rapport à vous? Écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, surtout qu'on a une collègue qui est partie 3 semaines à Mayotte là, pour former des structures, qui en revient. Éventuellement, ce qui peut se faire, c'est dans le cadre de d'autres projets de formation, on pourrait s'organiser. Il y a aussi des formations qui peuvent se faire en ligne. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. En tout cas, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit mail et puis on voit comment on peut travailler ensemble. Pour les animations, ça marche, pas de souci. venir intervenir dans les établissements, dans les collèges à Mayotte, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, des moments de formation, vous former à nos outils, etc. Ça, c'est possible, évidemment, en visio. Voilà. Et puis, si après, vous avez des besoins en d'autres formations, on peut peut-être s'organiser pour, voilà. Je dis ça, ce serait un grand projet, mais en tout cas, on peut en discuter. D'accord, merci beaucoup. Pas d'autres questions? En tout cas, si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à nous écrire. On est là pour y répondre. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On était très contente avec Léa d'organiser ça ce matin et de vous présenter tous nos projets. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour des demandes, pour de l'information, pour des actions de sensibilisation. Et voilà, et on vous dit peut-être à très bientôt du coup. Merci beaucoup et s'il n'y a plus de questions, bonne journée à toutes et à tous. Très bonne journée, merci beaucoup.